Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais continuer donc le récit de La Maison Tellier de Guy de Maupassant, publié en 1881. Ce récit décrit le business de Madame Tellier, tenancière d'une modeste maison de plaisir en Normandie, la vie de ses 5 pensionnaires et les mœurs d'une société qui, sortie des salons bourgeois, se comporte avec une licence assumée. Mademoiselle Larousse, au savoir encyclopédique reconnu, se prononce: la licence se traduit par une liberté excessive qui tend au dérèglement moral, ce qui est licencieux, contraire à la décence. Or, Maupassant arrive par son talent à nous faire complètement occulter l'aspect glauque et révoltant de la prostitution pour faire de ces travailleuses du sexe féminin, au sens propre du terme, des filles de joie. Tout au long du récit, ce ne sont que des effets de rire, de bonne humeur, de bonne volonté, d'espièglerie qui tendent à nous rendre attachante, la bonhomie de tout ce petit monde, du notable usager du lieu à la fille publique malpropre qui a pour profession de divertir. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons continuer la lecture. Sur le champ, M. Philippe entama une polka vive et M. Tourneveau s'élança avec une belle juive qu'il tenait en l'air, sans laisser ses pieds toucher terre. M. Pimpès et M. Vasse étaient repartis d'un nouvel élan. De temps en temps, un des couples s'arrêtait près de la cheminée pour lamper une flûte de vin mousseux. Et cette danse menaçait de s'éterniser quand Rosa entr'ouvrit la porte avec un bougeoir à la main. Elle était en cheveux, en savate, en chemise, toute animée, toute rouge. « Je veux danser !» cria-t-elle. Raphaël demanda: « Et ton vieux ?» Rosa s'esclaffa. « Lui ? Il dort déjà, il dort tout de suite. » Elle saisit Monsieur Dupuis, resté sans emploi sur le divan, et la polka recommença. Mais les bouteilles étaient vides. « J'en paye une !» déclara M. Tourneveau. « Moi aussi !» annonça M. Vasse. « Moi de même !» conclut M. Dupuis. Alors tout le monde applaudit. Cela s'organisait devenait un vrai bal. De temps en temps même, Louise et Flora montaient bien vite, faisaient rapidement un tour de valse, pendant que leurs clients, en bas, s'impatientaient. Puis elles tournaient en courant à leur café, avec le cœur gonflé de regret. À minuit, on dansait encore. Parfois, une des filles disparaissait. Et quand on la cherchait pour faire un vis-à-vis, on s'apercevait tout à coup qu'un des hommes aussi manquait. Tiens donc. « D'où venez-vous donc ?» demanda plaisamment M. Philippe, juste au moment où M. Pimpès rentrait avec Fernande. « De voir dormir M. Poulain, » répondit le percepteur. Le mot eut un succès énorme et tous, à tour de rôle, montaient voir dormir M. Poulain avec l'une ou l'autre des demoiselles qui se montrèrent, cette nuit-là, d'une complaisance inconcevable. Madame fermait les yeux et elle avait dans les coins de longs apartés avec M. Vasse comme pour régler les derniers détails d'une affaire entendue déjà. Enfin, à 1h, les 2 hommes mariés, M. Tourneveau et M. Pimpès, déclarèrent qu'ils se retiraient et voulurent régler leur compte. On ne compta que le champagne, et encore à 6 francs la bouteille, au lieu de 10 francs, prix ordinaire. Et comme ils s'étonnaient de cette générosité, Madame, radieuse, leur répondit: « Ça n'est pas tous les jours fête. » On va passer à la partie les tombales. Et je vais reprendre un petit peu du corps de la bête. Les 5 amis achevaient de dîner. 5 hommes du monde, mûrs, riches, 3 mariés, 2 restés garçons. Ils se réunissaient ainsi tous les mois, en souvenir de leur jeunesse. Et après avoir dîné, du poil de la bête, on ne dit pas du corps de la bête, oui. Et après avoir dîné, ils causaient jusqu'à 2h du matin.
Restaient amis intimes et se plaisant ensemble, ils trouvaient peut-être là leur meilleur soir dans la vie. On bavardait surtout ce qui occupe et amuse les Parisiens. C'était encore eux, comme dans la plupart des salons, d'ailleurs. Une espèce de recommencement, parler de la lecture, des journaux du matin. Un des plus gais était Joseph de Bardon, célibataire et vivant la vie parisienne de la façon la plus complète et la plus fantaisiste. Ce n'était point un débauché ni un dépravé, mais un curieux, un joyeux encore jeune, car il avait à peine 40 ans, homme du monde, dans le sens le plus large et le plus bienveillant que puisse mériter ce mot, doué de beaucoup d'esprit sans grande profondeur, d'un savoir varié sans érudition vraie, d'une compréhension agile, sans pénétration sérieuse. Il tirait de ses observations, de ses aventures, de tout ce qu'il voyait, rencontrait et trouvait, des anecdotes de romans comiques et philosophiques en même temps, et des remarques humoristiques qui lui faisaient par la ville une grande réputation d'intelligence. C'était l'orateur du dîner. Il avait la sienne. Chaque fois, son histoire sur laquelle on comptait, il se mit à la dire, sans qu'on l'en eût prié. Fumant, les coudes sur la table, un verre de fine champagne, à moitié plein devant son assiette, engourdi dans une atmosphère de tabac aromatisé par le café chaud, il semblait chez lui tout à fait, comme certains êtres sont chez eux absolument, en certains lieux et certains moments, comme une dévote dans une chapelle, comme un poisson rouge dans son bocal. Il dit, entre deux bouffées de fumée. Il m'est arrivé une singulière aventure il y a quelque temps. Toutes les bouches demandèrent presque ensemble « Racontez !» Il reprit, volontiers. Vous savez que je me promène beaucoup dans Paris, comme les biboltiers qui fouillent les vitrines. Moi, je guette les spectacles, les gens, tout ce qui passe et tout ce qui se passe. Or, vers la mi-septembre, il faisait très beau temps à ce moment-là. Je sortis de chez moi, un après-midi, sans savoir où j'irais. On a toujours un vague désir de faire une visite à une jolie femme quelconque. On choisit dans sa galerie, on les compare dans sa pensée, on pèse l'intérêt qu'elle vous inspire, le charme qu'elle vous impose. Et on se décide enfin, suivant l'attraction du jour. Mais quand le soleil est très beau et l'air tiède, il vous enlève souvent toute envie de visite. Le soleil était beau et l'air tiède. J'allumai un cigare et je m'en allais tout bêtement sur le boulevard extérieur. Puis comme je flânais, l'idée me vint de pousser jusqu'au cimetière Montmartre et d'y entrer. J'aime beaucoup les cimetières. Moi, ça me repose et me mélancolise. J'en ai besoin. Et puis, il y a aussi de bons amis là-bas, de ceux qu'on ne va plus voir. Et j'y vais encore, moi, de temps en temps. Justement, dans ce cimetière Montmartre, j'ai une histoire de cœur. Une maîtresse qui m'avait beaucoup pincée, très très émue. Une charmante petite femme dont le souvenir, en même temps qu'il me peine énormément, me donne des regrets. Des regrets de toute nature. Et je vais rêver sur sa tombe. C'est fini pour elle. Et puis j'aime aussi les cimetières parce que ce sont des villes monstrueuses, prodigieusement habitées. Songez donc à ce qu'il y a de morts dans ce petit espace, à toutes les générations de Parisiens qui sont logés là, pour toujours. Troglodytes, définitifs, enfermés dans leur petit caveau, dans leur petit trou couvert d'une pierre ou marqué d'une croix, tandis que les vivants occupent tant de place et font tant de bruit, ces imbéciles. Puis encore, dans les cimetières, il y a des monuments, presque aussi intéressants que dans les musées. Le tombeau de Cavaignac m'a fait songer, je l'avoue, sans le comparer à ce chef-d'œuvre de Jean Goujon,
Le corps de Louis de Brézé, couché dans la chapelle souterraine de la cathédrale de Rouen. Tout l'art dit moderne et réaliste est venu de là. Messieurs, ce mort, Louis de Brézé, est plus vrai, plus terrible, plus fait de chair inanimée, convulsée encore par l'agonie, que tous les cadavres tourmentés qu'on torsionne aujourd'hui sur les tombes. Mais au cimetière Montmartre, on peut encore admirer le monument de Baudin, qui a de la grandeur, celui de Gautier, celui de Moureur, où j'ai vu l'autre jour une seule pauvre couronne d'immortelle jaune apportée par qui? Par la dernière grisette très vieille et concierge aux environs, peut-être. C'est une jolie statuette de Millet, mais que détruisent l'abandon et la saleté. Chante la jeunesse, ô Mureur. Me voici donc entrant dans le cimetière Montmartre et tout à coup imprégné de tristesse, une tristesse qui ne faisait, pas trop mal. D'ailleurs, une de ces tristesses qui vous font penser quand on se porte bien. Ça n'est pas drôle cet endroit-là. Mais le moment n'en est pas encore venu pour moi. L'impression de l'automne, de cette humidité tiède qui sent la mort des feuilles et le soleil affaibli, fatigué, anémique, aggravé, en la poétisant, la sensation de solitude et de fin définitive, flottant sur ce lieu qui sent la mort des hommes. Je m'en allais à petits pas dans ces rues de tombes où les voisins ne voisinent point, ne couchent plus ensemble et ne lisent pas les journaux, et je m'y mis, moi, à lire les épitaphes. Ça, par exemple, c'est la chose la plus amusante du monde. Jamais la biche, jamais Mélac ne m'ont fait rire comme le comique de la prose tombale. Ah, quel livre supérieur à ceux de Paul de Kock, pour ouvrir la rate de ces plaques de marbre et ces croix où les parents des morts ont épanché leurs regrets, leurs vœux pour le bonheur du disparu dans l'autre monde et leur espoir de le rejoindre. Blague. Mais j'adore surtout dans ce cimetière la partie abandonnée, solitaire, pleine de grands ifs et de cyprès. Vieux quartier des anciens morts qui redeviendra bientôt un quartier neuf dont on abattra les arbres verts, nourris de cadavres humains, pour les aligner, les récents trépassés, sous de petites galettes de marbre. Quand j'eus erré là le temps de me rafraîchir l'esprit, je compris que j'allais m'ennuyer et qu'il fallait porter au dernier lit de ma petite amie l'hommage fidèle de mon souvenir. J'avais le cœur un peu serré en arrivant près de sa tombe. Pauvre chère. Elle était si gentille, si amoureuse, si blanche et si fraîche. Et maintenant, si on ouvrait ça, penchée sur la grille de fer, je lui dis tout bas ma peine, qu'elle n'entendit point sans doute, et j'allais partir quand je vis une femme en noir, en grand deuil, qui s'agenouillait sur le tombeau voisin. Son voile de crêpe relevé laissait apercevoir une jolie tête blonde, dont les cheveux en bandeau semblaient éclairés par une lumière d'aurore sous la nuit de sa coiffure. Je restai. Certes, elle devait souffrir d'une profonde douleur. Elle avait enfoui son regard dans ses mains et, rigide, en une méditation de statue, partie en ses regrets, égrénant dans l'ombre des yeux cachés et fermés, le chapelet torturant des souvenirs, elle semblait elle-même une morte qui pensait à un mort. Puis tout à coup, je devinai qu'elle allait pleurer. Je le devinai à un petit mouvement du dos, pareil à un frisson,
de vent dans un sol. Elle pleura doucement, d'abord, puis plus fort, avec des mouvements rapides du cou et des épaules. Soudain, elle découvrit ses yeux. Ils étaient pleins de larmes et charmants, des yeux de folle qu'elle promena autour d'elle en une sorte de réveil de cauchemar. Elle me vit la regarder, parut honteuse, et se cacha encore toute la figure dans ses mains. Alors ses sanglots devinrent convulsifs, et sa tête lentement se pencha vers le marbre. Elle y posa son front, et son voile, se répandant autour d'elle, couvrit les angles blancs de la sépulture, aimée, comme un deuil nouveau. Je l'entendis gémir. Puis elle s'affaissa, sa joue sur la dalle, et demeura immobile, sans connaissance. Je me précipitai vers elle, je lui frappai dans les mains, je soufflai sur ses paupières tout en lisant l'épitaphe très simple. Ici repose Louis Théodore Carrel, capitaine d'infanterie de marine, tué par l'ennemi au Tonkin. Priez pour lui. Cette mort remontait à quelques mois. Je fus attendrie jusqu'aux larmes et je redoublai mes soins. Ils réussirent. Elle revint à elle. J'avais l'air très émue. Je ne suis pas trop mal. Je n'ai pas 40 ans. Je compris à son premier regard qu'elle serait polie et reconnaissante. Elle le fut avec d'autres larmes, et son histoire contée sortit par fragments de sa poitrine haletante la mort de l'officier tombé au Tonkin au bout d'1 an de mariage, après l'avoir épousé par amour, car orpheline de père et de mère, elle avait tout juste la dot réglementaire. Je la consolai, je la réconfortai, je la soulevai, je la relevai, puis je lui dis « Ne restez pas ici, venez ». Elle murmura « Je suis incapable de marcher. Je vais vous soutenir. Merci, monsieur. Vous êtes bon. Vous veniez également ici pleurer un mort? Oui, madame. Une morte? Oui, madame. Votre femme? Une amie. On peut aimer une amie autant que sa femme. La passion n'a pas de loi. Oui, madame. Et nous voilà partis ensemble. Elle appuyait sur moi la portant presque par les chemins du cimetière. Quand nous en fûmes sortis, elle murmura défaillante. Je crois que je vais me trouver mal. Voulez-vous entrer quelque part, prendre quelque chose? Oui, monsieur. J'aperçus un restaurant, un de ces restaurants où les amis des morts vont fêter la corvée finie. Nous y entrâmes, et je lui fis boire une tasse de thé bien chaud, qui parut la ranimer. Un vague sourire lui vint aux lèvres, et elle me parla d'elle. C'était si triste d'être toute seule dans la vie, toute seule chez soi, nuit et jour, de n'avoir plus personne à qui donner de l'affection, de la confiance, de l'intimité. Cela avait l'air sincère. C'était gentil dans sa bouche. Je m'attendrissai. Elle était fort jeune, 20 ans peut-être. Je lui fis des compliments qu'elle accepta fort bien. Puis, comme l'heure passait, je lui proposai de la reconduire chez elle avec une voiture. Elle accepta. Et dans le fiacre, nous restâmes tellement l'un contre l'autre, épaule contre épaule, que nos chaleurs se mêlaient à travers les vêtements, ce qui est bien la chose la plus troublante au monde. Quand la voiture fut arrêtée à sa maison, elle murmura « Je me sens incapable de monter seule mon escalier, car je demeure au 4e. Vous avez été si bon. Voulez-vous encore me donner le bras jusqu'à mon logis ?» Je m'empressai d'accepter. Elle monta lentement en soufflant beaucoup. Puis, devant sa porte, elle ajouta « Entrez donc quelques instants pour que je puisse vous remercier. » Et j'entrai, parbleu. C'était modeste, même un peu pauvre, mais simple et bien rangé, chez elle.
Nous nous assîmes côte à côte sur un petit canapé et elle me parla de nouveau de sa solitude. Elle sonna sa bonne, afin de m'offrir quelque chose à boire. La bonne ne vint pas. J'en fus ravie en supposant que cette bonne-là ne devait être que du matin, ce qu'on appelle une femme de ménage. Elle avait ôté son chapeau. Elle était vraiment gentille, avec ses yeux clairs fixés sur moi, si bien fixés, si clairs, que j'eus une tentation terrible et j'y cédai. Je la saisis dans mes bras et sur ses paupières qui se fermèrent soudain, je mis des baisers, des baisers, des baisers. Tant et plus. Elle se débattait en me repoussant et répétant « Finissez, finissez, finissez donc !» Quel sens donnait-elle à ces mots? En des cas pareils, finir peut en avoir au moins deux. Pour la faire taire, je passais des yeux à la bouche et je donnais au mot finir la conclusion que je préférais. Elle ne résista pas trop et quand nous nous regardâmes de nouveau, après cet outrage à la mémoire du capitaine tué au Tonkin, elle avait un air alangui, attendri, résigné, qui dissipa mes inquiétudes. Alors je fus galant, empressé et reconnaissant. Et après une nouvelle causerie, d'1 heure environ, je lui demandai « Où dînez-vous » Dans un petit restaurant des environs. Toute seule? Mais oui. Voulez-vous dîner avec moi? Où ça? Dans un bon restaurant du boulevard. Elle résista un peu, j'insistais, elle céda. En se donnant à elle-même cet argument, je m'ennuie tant. Puis elle ajouta, il faut que je passe une robe un peu moins sombre. Et elle entra dans sa chambre à coucher. Quand elle en sortit, elle était en demi-deuil. Charmante, fine et mince, dans une toilette grise et fort simple. Elle avait évidemment tenue de cimetière et tenue de ville. Le dîner fut très cordial. Elle but du champagne, s'anima, et je rentrai chez elle, avec elle. Cette liaison nouée sur les tombes dura 3 semaines environ, mais on se fatigue de tout, et principalement des femmes. Je la quittai sous prétexte d'un voyage indispensable. J'eus un départ très généreux, dont elle me remercia beaucoup, et elle me fit promettre, elle me fit jurer de revenir après mon retour, car elle semblait vraiment un peu attachée à moi. Je courus à d'autres tendresses et 1 mois environ se passa sans que la pensée de revoir cette petite amoureuse funéraire fût assez forte pour que j'y cédasse. Cependant, je ne l'oubliais point. Son souvenir me hantait comme un mystère, comme un problème de psychologie, comme une de ces questions inexplicables dont la solution nous harcèle. Je ne sais pourquoi un jour je m'imaginais que je la retrouverais au cimetière Montmartre et j'y allais. Je m'y promenais longtemps sans rencontrer d'autres personnes que les visiteurs ordinaires de ce lieu, ceux qui n'ont pas encore rompu toute relation avec leur mort. La tombe du capitaine tué au Tonkin n'avait pas de pleureuse sur son marbre, ni de fleurs, ni de couronne. Mais comme je m'égarais dans un autre quartier de cette grande ville de Trépassé, j'aperçus tout à coup, au bout d'une étroite avenue de croix, venant vers moi, un couple en grand deuil, l'homme et la femme. Oh, stupeur, quand ils s'approchèrent, je la reconnus. C'était elle. Elle me vit, rougit, et comme je la frôlais en la croisant, elle me fit un tout petit signe, un tout petit coup d'œil qui signifiait « Ne me reconnaissez pas », mais qui semblait aussi dire « Revenez me voir, mon chéri ». L'homme était bien distingué, chic, officier de la Légion d'honneur, âgé d'environ 50 ans. Et il la soutenait comme je l'avais soutenue moi-même en quittant le cimetière. Je m'en allais stupéfait, me demandant ce que je venais de voir, à quelle race d'être appartenait cette sépulcrale chasseresse. Était-ce une simple fille, une prostituée inspirée qui allait cueillir sur les tombes les hommes tristes hantés par une femme épouse ou maîtresse et troublée encore du souvenir des caresses disparues? Était-elle unique? Sont-elles plusieurs? Est-ce une profession? Fait-on le cimetière comme on fait le trottoir, les tombales? Ou bien avait-elle eu seule cette idée admirable d'une philosophie profonde d'exploiter les regrets d'amour qu'on ranime en ces lieux funèbres? Et j'aurais bien voulu savoir de qui elle était veuve ce jour-là. Voilà, c'est ainsi que je termine donc cette lecture de La Maison Tellier de Guy de Maupassant. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne matinée pour certains, bon courage pour le travail pour d'autres et je vous retrouve très bientôt pour la suite de la lecture. À tout bientôt.